Il y a un endroit stratégique de ce monde nouveau ici à Perpignan, des rencontres très riches, un événement, on découvre des personnages, on découvre des activités et on découvre également bien sûr les préoccupations de tous nos interlocuteurs, de tous nos intervenants qui sont évidemment tournés vers l'avenir de notre planète et qui chaque matin en se levant se posent une question: comment pourrait-on mieux vivre ici? Comment je peux coller mon activité au développement durable, à l'énergie, à tout ce qui fait que nous transmettrons une planète dans le meilleur état possible aux générations à venir. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants, puisque l'union fait la force, pour nous présenter les projets. Au micro de Laura Cosalinas du journal Indépendant, on va retrouver pour la société Imerir Laurent Denet, et nous aurons aussi Thierry Rubio qui lui œuvre au sein de la société Newton Mega Media et qui vont nous parler avec Laura de ce superbe projet. Nous sommes de retour donc sur le plateau média au cœur du Forum du Monde Nouveau, au Palais des Congrès à Perpignan. Non pas en présence d'un seul, mais de deux invités, je dirais même 3 et peut-être 4 pour teaser un petit peu cette interview. Donc il y a tout d'abord Monsieur Laurent Denet, bonjour. Bonjour Laura. À la tête de l'Imerir, l'Institut méditerranéen d'études et de recherche en informatique et robotique, qui est accompagné de Thierry Rubio, président de l'entreprise Newton Mega Media. Pour commencer, Monsieur Denet, pourrions-nous avoir l'historique donc de l'institut que vous dirigez, qui se dit spécialiste du numérique? Dites-nous en plus. Alors c'est une histoire un peu américaine, puisque c'est une belle histoire. Ça a commencé il y a plus de 35 ans avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Mahé, et qui était un monsieur qui maîtrisait pas mal de compétences dans le domaine de l'environnement marin, donc l'électronique, le thermique, le pneumatique. Il a eu l'idée de créer une association pour diffuser sa connaissance de toutes ces technologies qui sont associées au monde marin. Et donc ça a démarré comme ça, c'était un peu archaïque. Au bout de 5 ans, ce monsieur est parti en retraite, parce qu'il avait quand même un petit peu de bouteille, on va dire. Et la Chambre de commerce et d'industrie de l'époque a décidé de maintenir cette association et d'en faire une école de robotique, la première école de robotique en France. Alors, la robotique n'avait pas forcément bonne presse à l'époque, mais ils ont décidé réellement de porter tout le domaine de la robotique, je vais parler comme ça, tout le domaine de la robotique pour former des jeunes qui seraient capables de déployer des machines, des robots dans des entreprises. Alors, la robotique industrielle n'a pas été bien acceptée en France. Dans d'autres pays, ça a mieux fonctionné, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Mais l'école a continué d'exister. Et puis, il y a, on va dire, une dizaine d'années, la robotique a pris vraiment un nouvel essor. Le nouvel essor, c'est l'arrivée de la robotique de service et des technologies du numérique, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la réalité virtuelle. Toutes ces technologies ont fait que la robotique a trouvé une sorte de second souffle et a remis sur le devant de la scène l'Imeria. Et depuis maintenant donc 35 ans, on forme ces jeunes sur ces domaines qui touchent et la robotique et toutes les technologies du numérique. Donc si on prend, on va dire, l'objet même de l'Imerir, c'est un institut méditerranéen qui forme des jeunes dans le domaine de la robotique, des jeunes qui sont issus de filières DUT, BTS, licence, pendant 3 ans, à devenir les futurs ingénieurs qui vont déployer toutes ces technologies du numérique. Une petite particularité que nous avons, c'est que l'ensemble des jeunes que nous formons, nous les formons par la voie de l'apprentissage. Donc on a des enseignants universitaires, on a des professionnels qui viennent aussi former les jeunes, et toute la partie, on va dire, expérience professionnelle, savoir-être et savoir-faire, c'est une mission qu'on confie aux entreprises. Donc les entreprises font partie des enseignants de l'Imeria. Ça repose exclusivement pour la partie professionnelle sur les entreprises. Vous utilisez un vocabulaire composé des termes intelligence artificielle, robotique. Est-ce que tout ça, concrètement, si j'ai l'audace de vous le demander, ça colle avec ce monde nouveau? Alors,
ça va pas trouver toutes les solutions pour régler les problèmes d'environnement, de planète, mais dans certains cas, il est clair que la technologie peut pallier à des déficiences humaines ou à des problèmes qu'on rencontre. Et du coup, moi je pense que, on en parlait tout à l'heure, une bonne équation serait de dire, voilà, la technologie est à disposition, donc utilisons-la pour essayer de faire en sorte que le monde soit meilleur. Mais il faut aussi, dans cette technologie, y intégrer l'humain et l'économie, parce que ça fait partie de l'équation. Et à partir de là, si on arrive à associer la technologie, l'humain, l'économie et la planète, on pourrait faire en sorte d'avoir un monde meilleur. Par exemple, utiliser des robots pour éviter d'utiliser des désherbants, c'est-à-dire avoir des robots qui vont désherber. C'est une action qui coûte très cher si on utilise des humains. Si on utilise des machines, c'est très intéressant. Donc utiliser des machines là où l'humain n'a pas de valeur ajoutée, c'est vraiment intéressant. Et dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie, on a souvent des tâches qui sont basiques et confiées à un humain, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée et voire même, ça rend le produit plus cher. Moralité, dès qu'il y a quelques... Je vais vous donner un exemple. Ramasser des mégots de cigarettes sur la plage, je viens d'inventer. C'est pas très valorisant à faire et une machine pourrait le faire très très bien, presque mieux qu'un humain, le jour comme la nuit. Là, ça vaut le coup de mettre une machine. Voilà un exemple. La transition est toute trouvée, puisque justement depuis hier, vendredi, au fil de ce salon des innovations, on se rend compte que le jeune public notamment est très attiré par tous ces robots. Nous en avons un devant nous. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, ce robot, c'est en fait un prototype, on appelle ça une plateforme mobile, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la robotique, en fait, il y a deux grands domaines. Il y a la famille des robots industriels. Les robots industriels, on va dire que c'est des bras de manipulation. On les connaît beaucoup dans le domaine de l'industrie, pour peindre, pour souder, pour fabriquer les chaînes de montage. Il y a même maintenant ce qu'on appelle des robots collaboratifs, donc des robots qui sont capables de travailler avec des humains, qui commencent à arriver dans ce domaine-là. Et là, pareil, ça crée une nouvelle façon de fabriquer sur des petites séries. Donc ça, c'est la robotique industrielle. Et il y a la robotique de service. Et alors la robotique de service, dedans, on y trouve tout. Des robots humanoïdes, des exosquelettes, des drones aériens, des drones terrestres, des drones aquatiques. Bref, tout ce qui n'est pas un bras de robot, pour nous, ça peut être un terrain de jeu pour les jeunes qu'on forme. Et ça, typiquement, c'est un robot de service et plus une plateforme mobile. Alors, cette plateforme, elle ne fait rien, si ce n'est pouvoir se déplacer de façon autonome, avec des roues suédoises qui lui permet à ce robot de se déplacer aussi bien horizontalement que verticalement. Donc souvent, cette base-là, elle est utilisée pour développer des nouveaux usages. Le prochain objectif de ce robot, c'est d'y mettre par exemple un cadre, et sur ce cadre, y mettre une tablette, et de permettre à cette machine de proposer des robots de téléprésence. Et là, on est typiquement dans l'environnement, c'est-à-dire que plutôt de se déplacer sur un salon qui nous oblige à faire plus de 800 km, eh bien, à distance, vous pourriez très bien utiliser ce genre de plateforme et vous rendre sur le salon de façon complètement virtuelle, en quelque sorte. En visioconférence ? Oui, une visioconférence mobile, c'est ça, c'est exactement ça. Une visioconférence dans le monde de la santé, vous parliez de l'agriculture, tout ça, voilà, ça suit de près la technologie. Le milieu marin aussi. Oui, on travaille beaucoup avec le laboratoire de Banyuls parce que, il est basé dans les Pyrénées-Orientales, à Banyuls, et deux, c'est pour nous un champ d'exploration très intéressant parce que les chercheurs de Banyuls, ils ont toujours des besoins qui sont d'automatiser certaines tâches. Des tâches qui sont fastidieuses, basiques, et pour nous, c'est un champ d'exploration qui est extraordinaire. Le dernier en date, c'était un outil qui permettait de développer la culture des algues, des micro-algues. Et on avait automatisé tout le processus avec les chercheurs du laboratoire de Banyuls et avec les étudiants de l'IMERIA. Ça, c'est des champs d'exploration qui sont très, très intéressants. Donc Banyuls, oui, c'est un bon client pour l'IMERIA.
Alors on a aussi, vous parliez de robots agricoles, on participe aussi à un concours qui s'appelle le Robolympiade, qui est un concours qui est organisé par le monde de l'agriculture, qui consiste à développer des machines pour repenser l'agriculture. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que de désherber avec des pesticides, on désherbe de façon mécanique. Ou alors, on va mettre des drones pour identifier, enfin des drones aériens, pour identifier les différentes plateformes qu'il faudra traiter ou pas traiter, ou peu traiter. Donc, on voit que le monde, enfin tous les domaines en fait, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, ils l'ont déjà la technologie, mais que ce soit la santé, que ce soit tous les domaines, même les médias, tous les domaines aujourd'hui sont concernés par la transition numérique. Et la transition numérique, c'est que en fait, toutes ces technologies qui arrivent, la robotique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la réalité virtuelle, il y en a plein, les blockchains, toutes ces technologies vont transformer profondément nos sociétés et les entreprises. Et si les entreprises ne font pas la démarche d'aller dans ces nouveaux usages, cette transition, eh bien, vous pouvez considérer qu'ils disparaîtront dans 5 ou 10 ans. Bon, vous insinuez donc que d'ici quelques années, je serai remplacé par un robot? J'ai pas dit ça. Parce que les médias aussi J'ai pas dit ça. vont faire les frais de cette robotique. Prenez un exemple. Une chaîne média qui n'a pas de site internet, aujourd'hui, elle n'existe pas. C'est incontournable. Donc, ça ne va pas remplacer, ça va venir en complément, voire en mutation de certains métiers. Il ne faut pas prendre l'évolution technologique comme un remplacement de ce qui existe, mais ça vient en modification. Prenez un exemple. Aujourd'hui, utiliser un GPS, on n'a pas remplacé celui qui conduit, pour le moment. Mais c'est quand même un sacré atout pour se déplacer. Donc, et c'est pas pour ça que ça a changé la façon ça a changé la façon de conduire, mais ça n'a pas remplacé l'homme. Il faut trouver cette équation entre la machine, l'homme, l'environnement et l'économie. Si on arrive à trouver cette équation, la technologie est plutôt intéressante. Elle sera au service de l'homme. Oui. L'environnement, on y revient. On parlait de l'agriculture, du milieu marin, la terre, l'eau, le vent. Oui. Aussi. Est-ce que ce milieu-là est aidé par les nouvelles technologies pour améliorer le monde de demain? Oui, le vent, dès lors qu'on a une machine qui produit de l'énergie ou qui va aller se promener dans un endroit, il y a toujours des capteurs. Donc, dans le domaine de l'éolien, si on parle du vent, on travaille, nous, beaucoup sur tout ce qui est, on va dire, maintenance ou prédiction des éoliennes. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, en mettant des capteurs un peu partout dans l'éolienne, on peut savoir si déjà elle fonctionne. 2, s'il y a des problèmes je sais pas, par rapport à des moteurs ou par rapport à des dysfonctionnements qu'on voit apparaître sur des utilisations qui ne sont pas normales. Et ça, on peut faire de la maintenance préventive, par exemple. Ou de la télémaintenance même. L'analytique aussi, Laurent. On peut faire de l'analytique aussi. Enfin, qui est importante. Je vous ai dit tout à l'heure, tous les domaines sont et seront impactés par la transition numérique. Alors, c'est aussi pour ça que maintenant, dans l'école, on a associé un dispositif qui est assez proche de l'école. Ça va dans le fonctionnement de l'école, c'est-à-dire que c'est notre plateforme technologique, c'est un peu notre laboratoire d'expérimentation. On a mis en place, sous l'impulsion de Bernard Fourcade et de Laurent Gauze, Bernard Fourcade qui est président de la CCI, Laurent Gauze qui est président de l'Agence de développement économique, on a lancé une plateforme technologique sur le département des Pyrénées-Orientales qui propose toutes les technologies qui sont aujourd'hui connues, les robots, je ne vais pas le redire parce que sinon... on va penser que c'est une fixation. La pédagogie, il faut répéter tout le temps, donc on pourrait le redire. Mais donc toutes ces technologies, on les propose aux élèves de l'IMERIR, aux lycéens, aux collégiens, aux jeunes, aux entreprises, puisque tout à l'heure je vous ai dit que la transition numérique, elle était obligatoire si on voulait encore exister dans 5 ou 10 ans, aux porteurs de projets, à tous les gens qui veulent innover ou repenser la façon de travailler avec ce monde technologique, cette plateforme, elle sera faite pour eux. Elle est faite pour eux. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est très intéressante sur le territoire. Et alors là, magie du presque direct, Monsieur Rubio arrive, prend le devant de la scène. Oui.
C'est un exemple de partenariat, voilà. Un exemple et donc, de assure cette fonctionnement. continuité, ce lien. Réussi, je dirais. Laurent. Il n'y a que toi qui peux répondre. Voilà, si, tout à fait. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a eu à rencontrer Laurent, on s'est rencontrés déjà quelques fois, mais on a eu à rencontrer Laurent au niveau de Techinov, qui était une manifestation organisée par l'Imerir fin janvier, c'est bien ça. Et à cette occasion, j'ai donc rencontré, puisque j'exposais pour un autre concept, j'ai rencontré 5 de ces étudiants, donc une joyeuse équipe, et qui étaient en train de développer une plateforme mobile. Et moi qui suis dans la communication et qui gère un petit peu les solutions digitales d'aide à la vente et à l'information, je me suis dit, tiens, pourquoi on n'adjoindrait pas des écrans directement sur une plateforme mobile comme ça, avec des roues suédoises, ce qui nous permettrait de faire un peu plus le buzz et d'attirer l'attention, puisque ce qui compte en termes de régie publicitaire, c'est d'attirer vraiment l'attention et de renforcer l'efficacité du message produit ou diffusé. Donc c'est parti de là. Comme je disais en plaisantant ce matin, j'ai dit appelez-moi le directeur pour parodier une célèbre pub. Et puis donc j'ai vu ça avec Laurent et puis ça s'est fait très vite et très naturellement parce que les entreprises ont besoin d'écoles comme l'Imerir et l'Imerir a besoin aussi d'entreprises. C'est une vraie synergie à mettre en place. Donc j'ai signé une convention avec l'école pour prendre ces élèves qui étaient déjà qui planchaient déjà sur 3 projets. On a substitué un des 3 projets pour le remplacer par le projet de l'entreprise. Et puis c'est parti de là. Et puis comme je dis, il y a 2 mois, c'était encore dans l'esprit. Et maintenant, c'est Et aujourd'hui, Moby Jack est né. C'est réel. Moby Jack est né, voilà. Est-ce que Moby Jack peut venir auprès de nous? Tadam! Bonjour Moby Jack. Monsieur Rubio, voilà, je vous laisse le soin peut-être de détailler un petit peu la bête. Voilà, c'est une plateforme robotisée avec un mât sur lequel sont montés 2 moniteurs professionnels. C'est pas des télés, comme on peut croire. Et donc, ce qui est original, c'est bien entendu la translation. On peut le piloter. Pour l'instant, il est télépiloté. On va bientôt travailler sur une version autonome. D'ici à 6 mois normalement. Après, il y a d'autres versions qui sont déjà imaginées et on verra pour les mettre en place, peut-être avec l'aide de Laurent, très certainement d'ailleurs. Et donc, c'est la possibilité de pouvoir afficher. On a directement un ordinateur qui permet de gérer aussi bien la translation que le jukebox des images qui peuvent être diffusées. Ça peut être soit un diaporama, soit des films de promotion. Il y a la possibilité de monter bien entendu les moniteurs en position horizontale, vraiment en format 16/9. Et comme vous le voyez, c'est l'originalité de sa translation avec ces fameuses roues suédoises. Vous pouvez marcher carrément en crabe, faire un tour sur lui-même, tourner autour d'une personne. Donc les enfants adorent ça. C'est piloté aussi bien avec un smartphone qu'avec un ordinateur ou une manette de PlayStation 4. Donc c'est pour ça que ça attire vraiment le regard des enfants. Ils se disent tiens, je connais déjà la manette. Et puis déjà sur les quelques salons qu'on a fait, je laisse un petit peu piloter. Et j'ai vu encore l'exemple tout à l'heure, un enfant après une prise en main de 2 minutes, mais je vous assure vraiment pas plus, au bout de 2 minutes, était capable de gérer le robot. Donc on peut dire que c'est à la portée d'un enfant. Et on l'a laissé s'amuser plus de 5 minutes avec, et il respectait les consignes de prudence, il n'y avait pas de souci. La maman était ébahie, quoi. Combien de temps pour développer le projet? Alors, 2 mois, Laurent. Ouais. Ça a été un record. C'est la question que vous vouliez poser? Oui. Monsieur l'avait déjà dit de toute façon. Mais tu l'as précédé. Et 2 mois, je vous dis, il y a 2 mois, il était encore dans notre esprit. Et voilà, il est sorti. Sa première sortie officielle, c'était dimanche dernier au Salon du Bien-être à Bao. Et il a été capable de remplir la mission. Donc moi, je dis bravo à ces 5 ingénieurs. Car ils ont été capables d'être totalement en autonomie. On les a mis ensemble. Ils ont fait preuve vraiment de compétences, d'imagination, de sérieux. Et je leur dis, le challenge, c'est ça, on a 2 mois pour le faire. Et c'était totalement réalisé par eux. J'ai juste eu à les recentrer sur l'idée première à chaque fois, avec quelques petites modifications en cours de route, bien entendu, par rapport à certains aspects dont on s'est rendu compte en cours de développement. Mais ça a vraiment été une équipe très sérieuse et très efficace. Et à ce titre-là, je remercie Laurent parce que ça s'est fait vraiment sans aucun accroc, vraiment sans aucun accroc. Je tiens à le souligner. C'était vraiment remarquable.
Et alors là, pour le coup, le dispositif Orle-Valais, il est intéressant parce que dans Orle-Valais, cette plateforme, on a tous les outils pour faire le prototypage, voire même faire ce qu'on appelle les POC, les preuves de concept. Donc ça, c'est vraiment pour nous un outil indispensable quand des entreprises nous demandent des projets qui consistent à faire de l'innovation, en fait. Là, on est vraiment dans l'innovation. Demain, c'est peut-être la future killer application qu'on verra en France, aux États-Unis, au Japon. Enfin, je vous le souhaite en tous les cas. On verra bien, justement. Bon, il y a d'autres idées, parce que ça, c'est la version, on va dire, simplifiée. Ensuite, on a la possibilité d'adjoindre des écrans tactiles, de mettre des écrans encore plus lumineux pour une version extérieure. On a la possibilité de changer les roues et de mettre des roues comme vous avez vu pour Mobifarm, de le transformer en borne interactive, bien entendu. C'est un avantage certain, notamment ce matin, j'en parlais avec Hermeline Malherbe, puisque pour l'équipement de certaines collectivités territoriales, elles ne veulent pas faire des implantations avec des travaux pour des totems. Quelquefois, ce sont des parvis et sur des sites classés. Donc, on a la possibilité de mettre un robot comme cela sur l'extérieur, de le laisser en extérieur pour l'utilisation des gens, et puis de le rentrer par la suite le soir quand la structure est fermée. Donc c'est un vrai avantage, quoi. Ce que dit Thierry, c'est que Newton prend des apprentis depuis 5 ans. Donc depuis 5 ans déjà, ils font le travail de former des jeunes, de professionnaliser des jeunes pour l'Imérir et avec l'Imérir. Donc c'était un bon retour de... tout à fait. Et vraiment un partenariat qui est fait de manière très naturelle. On a un très bon contact, un bon échange. Moi, j'adore les jeunes aussi, on est dans la pédagogie. On a beau être une entreprise avec une logique commerciale, il faut rester avec de la pédagogie, et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, qui nous permet de rester dans une logique d'étude. Voilà. Et si on ne se détache pas de la logique commerciale, on n'arrive pas à avoir ce type de projet, je dirais. Il faut vraiment qu'on laisse venir à nous un peu toutes les idées. Nous, étant une petite structure, il faut qu'on arrive à se démarquer des gros qui sont dans la communication. Et donc, je pense que c'est en allant sur le terrain de l'innovation qu'on arrivera à faire la différence. L'innovation et les niches aussi. Tous ces métiers qui ne sont pas encore automatisés, le bâtiment, la publicité, la santé, la silver economy, c'est des niches qui sont très très intéressantes pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, faire des sites internet, c'est plus ça qu'il faut faire. Il faut vraiment s'orienter vers toutes ces nouvelles technologies et l'assemblage de l'ensemble de ces technologies. Si les jeunes ils font ça, ils ont leur avenir assuré. Et qui paraît vraiment naturel pour les jeunes, on le voit au quotidien. On le voit vraiment au quotidien. C'est vrai qu'ils ont une capacité de tout à fait, c'est phénoménal, qui est bien supérieure à la... Et pour répondre à votre question, moi je dirais que non, pas plus tard que dimanche dernier, il y a une personne qui me disait, mais tu te rends compte, ça prend quand même la place des humains, tous ces robots et tout ça. Je dis, tu sais, ça remplace quoi? Un homme sandwich, tu en vois beaucoup à l'heure actuelle dans les rues, on n'en voit plus. Donc là, en l'occurrence, ça ne remplace vraiment aucun humain. Surtout pour un travail qui serait aussi fastidieux. Et pour toujours répondre à votre question, moi je dirais que bien mener, la robotique ou l'innovation est vraiment au service de l'humain. Voilà. L'humain, de quel humain? Ce sera ma dernière question. Pour le côté ludique, voilà, on a vu les enfants sont attirés par ce genre de robot. Pour revenir sur la question de la commercialisation, voilà, ça s'adresse à des institutions, ça s'adresse à des entreprises. Exact. Ou est-ce qu'un jour ou l'autre, ça sera aussi au domicile d'un citoyen, de vous, de moi? Ça pourrait être justement dans les maisons de retraite ou autres. De toute façon, pour rendre des services, pour de la télésurveillance, il suffit de mettre aussi des caméras de surveillance, que ce soit piloté ou en mode totalement autonome. Il y a la possibilité de se servir de ce genre de plateforme mobile, tout à fait. Alors, le Saint Graal, je peux vous en parler, le Saint Graal du roboticien, c'est ce que vous venez de décrire, c'est un robot que l'on met dans une maison et qui fait tout, à manger, la vaisselle, tout. À chaque fois, les gens me posent la question, est-ce que vous avez ce robot-là? Il n'existe pas encore. Non. Il y a des robots qui sont faits pour des tâches. Laver la vaisselle, c'est un lave-vaisselle. Aspirer, c'est un robot aspirateur. Tondre, vous avez des robots de tonte. Mais il n'y a pas un robot aujourd'hui qui est capable de tout faire. En revanche, aujourd'hui, on commence à voir apparaître dans les maisons de retraite et même dans les domiciles des robots compagnons, des robots de présence et tout un système d'objets connectés avec des interactions sur le réfrigérateur, sur le SAMU. Donc on voit que c'est en train de transformer et les maisons et la relation qu'on a avec l'homme et la machine. Donc c'est en train de se construire. Comment ça va se transformer? On espère bien.
Maintenant, on n'a pas encore une boule de cristal, mais on sent quand même qu'il y a une volonté forte de plus en plus de mettre des objets connectés qui ont des interactions avec des actionneurs, des moteurs, des servomoteurs, pour, par exemple, permettre à des personnes de rester chez elles et pas d'aller dans des maisons de retraite. Donc, dans certains cas, ça peut vraiment être un plus pour l'humain. Ça va être l'humain augmenté aussi, Laurent. C'est ça. Avec les exosquelettes aussi, qui permettent quelquefois à des paralysés de pouvoir continuer à marcher. Voilà, ou d'arriver à franchir certaines étapes. Je l'ai vu aussi pour le travail. Pour améliorer les conditions de travail sur les personnes qui font des travaux de force, avec un exosquelette, elles arrivent à lever des charges beaucoup plus lourdes sans aucune pénibilité. Et la voiture autonome, on va l'avoir, hein. Et je pense que je la verrai. On pourrait penser que ça arrivera dans 50 ou 60 ans. N'oubliez pas, hein, le web n'a que 30 ans. Et pourtant, aujourd'hui, il est omniprésent. Donc, une voiture autonome, je pense qu'on la verra de notre vivant. Enfin, moi, je la verrai de mon vivant. J'espère voir un jour toutes ces énergies propres remplacer les énergies qu'on connaît aujourd'hui fossiles. Ça, j'espère le voir. Ça, oui. Mais là, comme je ne le maîtrise pas, cet environnement-là, c'est plus difficile à imaginer. Bon, ça n'en reste pas moins le monde de demain. C'est le monde de demain. Ce monde nouveau. Conclusion toute faite. Merci, Monsieur Denet. Merci, Monsieur Rubio. Merci également à vous.